Bon, 28 millions de ventes, c'est juste. Donc, le calcul, en fait, c'est juste sur le marketing que j'ai moi-même rédigé. Donc, en gros, si c'est pas traquable via une interface, c'est pas compté. Grégory Lagrange, surnommé Greg, est une figure incontournable du copywriting en France. Il a démarré en 2013, à l'époque où les gens confondaient ça avec les droits d'auteur. La popularisation du mailing quotidien, il en est clairement à l'origine. Aujourd'hui, son expertise lui a permis de générer pour ses clients et lui-même plus de 33 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout cela en étant seul dans sa boîte. Au programme de cet épisode, que faisait Greg Lagrange avant le copywriting? Pourquoi il s'est lancé dans le mailing quotidien? Comment réussir sans être sur les réseaux sociaux? Quelle a été sa méthode pour avoir ses 1000 premiers abonnés par email? De copywriter à investisseur, comment il s'est construit une nouvelle légitimité? Quelle est la différence entre un bon copywriter et un mauvais copywriter? On verra également si le storytelling est surcoté ou sous-coté, le point commun entre Bruce Lee et le tennis, pourquoi il a décidé de vendre ses formations sous forme d'abonnement, le plan d'action pour passer de 0 € à 3000 € par mois en tant que copywriter professionnel. Est-ce que ChatGPT est une menace sérieuse pour les copywriters? Et un épisode n'est pas un épisode chez nous s'il n'est pas conclu par un portrait chinois de la semaine. Découvrons tout de suite Greg et son fidèle animal Bubble. Et juste avant ça, on t'invite à faire une pause et prendre 2 petites secondes pour rejoindre notre canal Telegram dédié au podcast. Dedans, tu y retrouveras des exclusivités et c'est uniquement par ce canal que tu peux poser tes propres questions pour nos invités. Fais-le maintenant, on t'attend. Tu l'as fait? T'as appuyé sur pause, c'est bon? Allez, génial, jingle et c'est parti. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Cerceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. On est ravi de Nickel. t'avoir sur le podcast, Greg. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté. Donc je suis Bah super ouais, ça ravi. me fait plaisir. Bah, Ouais. Chris, on n'a jamais parlé par un machin interposé, quoi. Ouais, par Toi, mail. toi, tu lui as beaucoup parlé, mais lui, il t'a pas beaucoup parlé. C'est ça. Oui. C'est beaucoup lu. Genre pareil. Puis Meryl, ouais, ça fait un bail aussi. Ben oui, oui. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était au séminaire de Gwen quand tu avais fait ton public speaker. Mon public speaker, ouais. C'est trop cool. Ouais, c'est bien, on va pouvoir te cuisiner pendant une petite heure si t'es chaud. C'est ton premier ou deuxième café, Greg? Troisième même. Ah, bon, ça Le- va. C'est bon. C'est bon. C'est rare que je pousse autant, mais Double a cassé les grandes tasses. Alors, qui dit plus de tasses, dit redosage. Toi. On va pouvoir te cuisiner pendant une petite heure. On a une audience qui a hâte de savoir ce que tu as lui partager. Donc, ça va être décontracté comme tu sais faire. Je te le précise maintenant, mais pour info, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on aura tout le loisir de te présenter dans un édito qu'on mettra en post-prod. Et oui, on a les moyens chez 1, 2, 3 Business. C'est incroyable. On fait du montage. Donc, voilà. Si tu es chaud, Greg, on peut démarrer. Comment tu te sens? Bah, je suis en pleine crise d'angoisse, là. C'est vrai. Qu'est-ce qui te vaut cette crise d'angoisse? Non, mais c'est cool, vas-y, vas-y. Bah déjà, tu nous parles d'où aujourd'hui? Là, je suis en Bretagne, comme souvent au printemps. T'es rentré à la maison, donc. Ouais, enfin, à la maison, j'ai pas de maison, mais C'est un enfin, oiseau si, c'est mon... migrateur qui, au fil des saisons, se balade de pays en pays. Ouais, bah, c'est mon pied à terre quand je rentre en Bretagne, ouais, ouais. Mais je voyage un petit peu moins qu'avant, enfin, ou différemment, depuis que mon artiste de Golden Bubble. Forcément, je fais moins les 4 continents à changer de continent toutes les 3 semaines, toi. Mais ouais, on se balade, on passe pas mal de temps à droite à gauche, hein. Enfin, le plus gros de notre temps, de toute façon. Et puis, mes printemps, ouais, généralement, c'est la période où je préfère passer en Bretagne. Pour des raisons quasi évidentes, je pense. Une belle La période pêche. pour y passer du temps. Oui, voilà.
Tu jardines toujours un peu? La pêche, quand on a marre de faire du tricot tout l'hiver, tu vois, comme moi, bon, bah, au bout d'un moment, tu fais de la pêche. Tu jardines toujours un peu? Bah ouais, bah, j'ai même encore, toi, pour tout te dire, là, les doigts encore tout noirs, même si j'ai beau les avoir lavés. Ouais, j'ai passé tout l'après-midi dessus hier. Greg, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai l'impression que tu es comme Obélix, tu es tombé dans le copywriting quand tu étais petit. Est-ce que tu as démarré l'entrepreneuriat avec cette activité ou pas du tout? Raconte-nous un petit peu. Non, moi je suis devenu entrepreneur. Je connaissais pas le mot entrepreneur, je connaissais pas, c'est pas le mot coach, je connaissais pas le mot marketing. Organiser des soirées quand je vivais à Amsterdam, des concerts, des choses comme ça, dans la deuxième partie des années 2000 en gros. Enfin, j'y étais depuis un peu avant, mais je faisais beaucoup de musique électro. J'ai commencé à organiser des soirées électro. C'est parti de là. J'ai cherché à remplir mes soirées. Et bah, c'est là où toi, tu cherches des techniques de promotion, puis le marketing, ça devient assez vite évident. Et puis les soirées se passaient bien, donc on me demandait des conseils, alors que moi j'étais breton vivant là-bas, mais tu vois, j'avais des Hollandais qui montaient des grosses soirées et qui voyaient que nos trucs marchaient bien et voilà, qui voulaient adapter un peu les stratégies que j'utilisais ou les conseils. C'est comme ça que je suis devenu coach. J'ai appris le mot coach peut-être 5 ans plus tard. Mais bon, voilà. Comment devenir coach avant même que le coaching n'existe. Euh, et puis voilà quoi. Puis bah de fil en aiguille. Après il y a un moment quelque part dans l'espace-temps et temporel où bah tout ça a fait tilt, tout s'est croisé. Et puis bah je suis parti marketing quoi. Comment Donc ça s'est passé ensuite? une fois que je suis parti marketing, Hmm. c'est parti en couille. Tout est parti en couille totale. Ah, je sais pas à quel niveau. Bah, Euh, dans- Vas-y, ouais, vas-y. non, toi d'abord, ça me fait plaisir. Parce qu'entre le coaching et le copywriting, c'est vraiment cette partie à l'écrit. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à progressivement passer du coaching comme ça pour des soirées à vraiment copywriting focus, justement, à lire du Gary Albert et compagnie? Euh, Bah au départ, j'ai commencé par du coaching Mhm. général quoi. Toi, je t'aide sur voilà sur ton marketing. Enfin, toi, des conseils, voilà, du coaching marketing un peu plus classique au début, toi. Et puis après, c'est devenu une évidence que mon truc c'était le copywriting, que j'avais le cerveau câblé pour ça, que je trouvais ça passionnant. Et puis ça a été une grosse réflexion pendant un moment. Alors je vais pas cogiter 3 ans, mais le fait de se dire, OK, je me lance plus en tant que, bon, au-delà de faire du copywriting, bien évidemment, pour des clients, voilà, le plus gros en termes de temps, c'est de pratiquer à écrire des pages de vente, des mails de vente, des pages de vente, des mails de vente, des pages de vente, des scripts de webinaire pour changer un peu. Ouh, ça change, c'est cool. Mais tu vois, c'était une période où, donc, je resitue, c'est quoi, 2013, 2014 peut-être? Ça paraît peut-être fou aujourd'hui, mais personne ne savait ce qu'était le copywriting en France. Le mot copywriting, ah ouais, les copyrights, tu vois, c'est Il non. pensait que c'était les Oui. droits d'auteur ou quelque chose comme Ouais, ça, quoi. voilà, il y avait qui? Il y avait Christian Godefroy qui avait fait des trucs. Mhm. Et c'était le seul. Et ça faisait des années. Enfin bon, après c'était un peu particulier. Ces trucs, c'était vraiment à l'ancienne, quoi. Style Gary Albert et compagnie, justement, toi, Ouais. mais en français. J'ai jamais vraiment suivi son travail, à vrai dire, mais bon, je sais qu'il voilà, il était là, quoi, avant. Et voilà, ouais, même des gens très connus dans le monde du marketing francophone, avec qui j'étais pas mal en contact à l'époque, voire avec qui je bossais, m'ont déconseillé de partir là-dessus au départ. Tellement ça paraissait suicidaire. Et puis Parce que ouais, les gens, c'est pas qu'ils trouvaient que ça servait à rien, c'est qu'ils ne connaissaient même pas le voilà, ouais, métier, entre guillemets. ouais, voilà, tout simplement. Alors que bah, la base, si tu veux plus de ventes, c'est de t'intéresser à comment vendre. Donc, C'est c'est vrai que ça. les gens connaissaient le marketing, connaissaient la vente, mais avec des gros a priori sur ce que c'était aussi. Notamment pour les gens à qui je m'adresse, qui sont pas forcément voilà, des gens qui viennent du milieu de la vente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, bon, maintenant, ça s'est vraiment démocratisé, le fait de travailler sur le web.
Mhm. Mais la vente avant, enfin même toujours un petit peu, mais c'est vraiment assimilé aux techniques de requins, commerciaux, machin, tout ce que les gens détestent un peu, quoi. C'est ça, puis même le format mail, autant sur les réseaux sociaux, tu te lâches un petit peu. Le mail, c'est quelque chose de très formel. Tu as l'habitude de recevoir des newsletters de, je sais pas, d'Auchan ou d'enseignes Bien très mis en carrées. forme. Et toi, tu arrives en mode, voilà, quel est le point commun entre un punk et, et une église? Et les gens sont en mode, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, tu vois? Donc, c'est vrai Ouais, que mais t'as chamboulé aussi tout ça. c'est justement le but. T'arrives avec un truc complètement alien, t'essayes de parler aux gens comme tu penses qu'ils ont envie qu'on te parle, quoi, finalement. Mhm. Parce que qui a vraiment envie qu'on nous parle en mode corporate? Enfin, il y en a, quoi. Voilà. Il y a des cibles pour tout le monde. Mais tu peux vouloir monter ta petite activité dans ton coin. Alors, quand je dis dans ton coin, après, voilà, tu peux bosser à plusieurs, avec, genre avec Meryl, avec Chris, toi, avec des Golden. Tu peux bosser tout seul. Enfin, tu peux bosser avec, je sais pas, partenaire ou machin. Mais globalement, maintenant, c'est tellement facile de bosser seul sur son truc. Est-ce que les gens qui sont dans ce mood-là, qui sont de nos générations, parce que c'est assez large quand même, ont vraiment envie de se taper des trucs, des présentations corporate, du costard cravate qui correspond à tout ce qui dégueule au départ? Je sais pas. Enfin bon, je dis pas. Là, je prends mon cas à moi, quoi. T'es Hmm. seul dans ta boîte actuellement? Bah, Bubble est Chief Financial Officer. Non, Je me bah souviens. une partie, depuis des années, j'ai un projet qui tourne en automatique où j'ai une nénette qui s'occupe du support et comment dire un média buyer, mais c'est pas des gens de ma boîte, quoi, c'est des freelances, Prestataire. quoi. Hmm. Ok. Ouais, prestataires. Ok. Et ouais, donc du coup, toi, t'as toujours été seul du début à la fin? Ouais, Ok. Donc ça, c'est une ouais, particularité dans la particularité, parce que le copywriting, déjà, c'était ta particularité à l'époque. Tu as en plus adopté le mailing quotidien, qui est une forme qu'on ne voyait pas quand tu l'as lancé. ouais, Et en plus, en one-man business, tout ça, c'est trois choses qui reviennent à la mode aujourd'hui, avec des bouquins comme Company of One, des copywriters, on en voit tout le temps, mailing quotidien, il y en a plein qui le font. Mais toi, tu avais ouais, ce package des trois en même temps qui ne se voyait absolument pas et qui, à mon avis, te rendait vraiment unique. ouais. Va falloir que je casse tout et puis que je réinvente un Il machin. faut te mettre sur TikTok, là, Greg, hein. Non, 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 ça fait tellement d'années que je parle des hologrammes. C'est con que je sois une burne en technique, mais je vais arriver je vais m'énerver un de ces quatre, je vais arriver avec un nouveau machin. Je me souviens du premier mail que j'ai reçu de toi. Tu étais au Zimbabwe, je crois. Et, et je me souviens du mail où tu avais dit, ah, j'ai vu un gros chat là-haut perché dans l'arbre, puis il se fondait dans la nature. Enfin bref, tu avais fait un parallèle entre les guépards, ou je sais pas quelle drôle de bête il y avait là-bas, Panthère. et le branding, se démarquer dans le marketing. Et je me suis dit, waouh, Ouais, des ouais. métaphores comme ça me parle, je kiffe. Et après, j'ai lu tous tes emails pendant un long moment. Et ma question sur tes emails quotidiens, c'était Ah, je croyais que tu allais me poser une question pertinente sur le Zimbabwe. Le Zimbabwe, putain. Juste si pour tu le veux parler de nom, Zimbabwe, vas-y, fonce. juste pour le nom qui me fait triper depuis, ça fait au moins 30 ans que je fais des vannes sur le Zimbabwe, le Zimbabwe. Tellement le nom me fait marrer, c'était obligé que j'aille un jour. Et qu'est-ce que t'en as pensé alors? Bah, je suis pas resté ultra longtemps parce que j'avais fait tout un trip pendant, je sais plus, un mois et demi, 2 mois. J'ai été au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud, puis j'étais remonté par le Zimbabwe. Je me suis dit, ouais, faut que je fasse une escale. J'ai vu que les chutes Victoria, les fameuses, étaient là-bas. Donc j'ai fait la zone autour de ça, quoi. Après, voilà, c'est pas le pays où j'ai le plus exploré. Puis j'étais en fin de voyage, donc j'étais plus en mode à bosser. Je suis plus sûr, je devais bosser sur un lancement client à ce moment-là. Donc j'étais plus en mode, je bossais le matin, puis j'allais me promener aux chutes l'après-midi. Je suis resté 3, 4 jours. Faut pas dire que j'ai fait le Zimbabwe à fond, mais Mhm. c'est clair que je voulais y foutre les pieds un jour, quoi. C'était obligé. Je suis allé à Zanzibar l'an dernier avec ma femme et on avait voulu faire des safaris, mais c'était des trucs organisés à la sauvette, pas d'assurance et tout. On s'est demandé, est-ce qu'on se la joue aventurier pour notre lune de miel ou est-ce qu'on y va safe et on y ira plus tard? Et c'est Ouais, bah, le super, on a pas fait safari de que j'ai safari. fait, ouais, il y avait rien de. Tu l'as fait à l'arrache aussi, non? Oh, ah bah oui. Non, c'est pas drôle, ouais.
Ouais, j'avais un truc, J'ai vu des histoires. un espèce de camion avec une tente sur le toit là pendant un mois. Et puis une carte, ouais, va par là, c'est bien. Et puis voilà, quoi. C'est génial. C'était génialissime. Mais t'avais une question plus sérieuse, ouais, je crois, au départ. Non, je prends tout, je prends tout. La question plus sérieuse, c'était tu faisais des mailings quotidiens et donc tu as été ultra régulier là-dessus. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé de te dire, est-ce que je devrais peut-être changer de technique ou innover ou tester autre chose? Euh, Depuis, non. Pas une seule fois, je crois. Qu'est-ce qui t'a conforté du coup? Les résultats. Le plaisir, la facilité. Avant, le truc, en fait, c'est Zimbabwe. Zimbabwe? Zimbabwe. Pour recontextualiser un petit peu, au moment où je me mets au mail quotidien sur Lifestyler, ça fait un petit moment que je le pratique pour un client dont je me charge du marketing. Mais avant, les clients pour lesquels je me cherchais du marketing, toi, c'est pour que les gens captent bien, c'est en gros des gens qui me contactent parce que je suis copywriter, marketeur, ils ont un certain niveau de CA et bah, on négocie un partenariat où moi je me charge de tout leur marketing en échange bah, de royalties, de commissions sur l'augmentation des ventes. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu es au taquet, tu veux qu'ils aient des résultats de malade. Parce que forcément, plus ils ont des résultats de malade, plus tu palpes. Normal. Donc tu testes tous les trucs ultra optimisés, les tunnels à segmentation comportementale, genre si tu as cliqué sur tel lien, c'est que tu es intéressé par ce thème-là, donc je vais t'envoyer plus de ça avec des promos liés à ça. Et tu vois, enfin, tu peux monter des usines à gaz, à des machins d'ingénieurs à devenir complètement ouf là-dessus. Est-ce que c'est passionnant? Oh, yes, mais la dose de taf. Puis à un moment, j'ai réfléchi, je dit, attends, ok, ça marche, c'est cool, il y a moyen d'aller chercher des gros résultats. Mais est-ce qu'en passant pas par des choses beaucoup plus simples, il n'y a pas moyen quand même d'avoir des gros résultats aussi? Et, et j'ai testé le mailing quotidien pour un peu casser le pattern au départ. Justement, changer le schéma. Des fois, quand tu fais les trucs de façon sur un business où les gens voient que c'est toujours la même chose. Je parle pas en termes de format. Mailing quotidien, tu peux le faire pendant 20 ans. Si tu amènes du nouveau et que tu arrives à garder l'intérêt de ton audience au plus haut, ça va continuer à fonctionner. Là où c'est chiant, c'est si tu te renouvelles jamais dans ton message, mais le format en tant que tel. Si les gens accrochent au format au départ, ce qui fait que c'est intéressant, c'est comme quelqu'un qui va regarder, je sais pas, la chaîne YouTube de quelqu'un. Ça peut rester des vidéos YouTube pendant 10 ans. Qu'est-ce qui fait que tu vas continuer à regarder? C'est si le sujet t'intéresse toujours et si tu trouves toujours ça cool, quoi. Si ça t'intéresse toujours, qu'on soit sur quelque chose où tu te formes ou pas, quoi, juste en mode divertissement. Mais c'est le moment où je jappe dans ma tête à moi. Il y en a un qui a fait diversion dans le bocal là-haut. Des fois, on se cause. Réunion d'équipe improvisée. Euh, et ouais, bah, c'est parti de tester ça et puis de vraiment plus réfléchir à comment simplifier pour gagner énormément de temps sans rien sacrifier au résultat, en fait. Et, euh, et le fait d'arriver avec des trucs intéressants, pertinents tous les jours, si tu arrives à le faire bien, tu développes une vraie addiction chez les gens, que ça intéresse, tu vois, pas chez tout le monde. Mais ça fait un gros tri, toi. Les gens, voilà, il y a des gens pour qui c'est too much de recevoir un mail par jour, mais c'est que finalement, est-ce que c'est vraiment des gens qui auraient été clients? Il y en a très peu que tu fais fuir comme ça. Hmm. Mais par contre, tous les autres, bah, ils vont te suivre. Si tu fais ça bien, ils vont te suivre beaucoup plus, au point où tu vas peut-être même, si tu le fais bien, devenir la seule option chez qui ils vont considérer acheter, ou l'option première. On va dire qu'ils vont pas acheter quelques trucs ailleurs, mais et du coup, bah, il y a beaucoup plus de chances qu'ils achètent. Et donc, au bout du compte, tu te retrouves avec des résultats qui sont étonnamment bons au départ, quoi. Maintenant, je suis habitué depuis le temps que je le fais, pour l'avoir fait sur plusieurs projets avec des clients, et pour le faire pour moi. Donc, ouais, la suite de ça a été de commencer à le faire sur Lifestylers aussi, pour moi, donc, sur le marketing. Petite question, tout à l'heure, on rigolait avec le fait de te lancer sur TikTok, mais c'est vrai que tu es quasiment inexistant sur les réseaux sociaux.
de Ah, mémoire par là, Instagram. depuis quelques années, c'est catastrophique, quoi. Ouais, un compte Facebook où tu te connectes une fois de temps en temps. On t'envoie des Euh, POC, mais ça répond pas. Ah ouais, bah, Ça, c'est les trucs de 2009, l'époque. ouais, ça fait une éternité. Facebook, je supportais plus, honnêtement. Hmm. Ben, je supporte de. Enfin, ça fait un moment que je supporte de moins en moins les réseaux sociaux, que je trouve. Tu vois, toute cette société qui va commenter sur des sujets auxquels ils connaissent rien et racontent de la merde. J'ai vraiment du mal avec ça. Ça correspond pas du tout aux gens, en fait, que j'ai envie d'aider avec. Si je voulais aider la terre entière, mon business sur Lifestylers et donc mes formations de marketing, mes accompagnements marketing, ça serait pas du tout foutu de la même manière que c'est foutu comme vous le connaissez depuis des années. C'est-à-dire que j'aurais des thèmes beaucoup plus grand public, j'aurais une approche plus orientée pour aider les débutants. C'est pas que mes trucs vont pas aider les débutants, c'est qu'il faut que tu captes que le raccourci, en fait, c'est d'apprendre les fondamentaux qui te permettent voilà, tu comprends un minimum la psychologie des gens, tu apprends la vente plutôt qu'essayer de connaître la dernière technique qui te permet d'avoir 5 inscrits de plus à ta mailing list sans rien branler en utilisant l'intelligence artificielle, mais que les gens en question qui vont arriver là, bah, vraiment connaître tes prospects, enfin, tout ce qui fait que finalement, bah, dès que tu as quelque chose à vendre, bah, tu arrives à bien vendre, quoi. Euh, donc ouais, c'est pas que la population des réseaux sociaux, je sais très bien que les gens que je peux cibler vont passer en partie du temps sur les réseaux sociaux parce que tout le monde passe du temps plus ou moins, quoi. Mais il y a déjà les dernières années où je les utilisais, c'était vraiment en mode producteur et pas consommateur. C'est-à-dire, j'allais publier une vidéo ou un statut et j'éteignais le truc tout de suite, quoi. Parce que en fait, tu peux devenir complètement. Il y a des gens qui deviennent complètement ouf. Ils vont mettre un statut, je sais pas, sur Facebook si ça existe encore, enfin si c'est encore utilisé vraiment par les gens ou LinkedIn ou machin, et puis ils vont passer leur journée à faire refresh pour voir s'il y a des commentaires, s'il y a des retours. C'est complètement malsain. Déjà, tu perds ta journée. Enfin, tu perds un temps fou. Selon les retours qu'on va te faire, ton humeur va être dictée par ça. Il suffit que tu aies un boulet voilà, qui peut être quelqu'un de bien, hein, mais qui, dans ton domaine, est un gros boulet parce qu'il y a un truc. Il va lire 2 lignes sur un texte de 20 lignes. Il va te sortir un truc où il va te défoncer ton machin alors qu'en fait, il a même pas lu. Enfin, toi, pour prendre le schéma classique qui arrive tout le temps, qu'est-ce que tu fais? Tu le défonces, tu lui réponds, tu lui dis niais. Zimbabwe. Enfin, tu vois, tu peux partir en vrille dans des schémas qui, voilà, bosse 2 heures par jour à devenir meilleur dans ton domaine, à partager des trucs pertinents qui aident vraiment les gens, fais en sorte de promouvoir tes trucs aux bonnes personnes, et puis éteins, quoi. Si tu gères 4 projets en parallèle comme je faisais à l'époque, bon bah ça te prend plus de temps. Mais voilà, le reste du temps, tu te détends, ou tu te formes, ou tu réfléchis, ou tu notes des idées, enfin toi. Mais Ma question après, du c'est coup pas une. c'était, Ouais. pardon, ma question du coup c'était en étant quasiment inexistant sur les réseaux sociaux, comment t'as fait pour enfin comment t'as fait pour avoir tes 100 premiers contacts mail ou tes 1000 premiers contacts? Est-ce que tu utilisais au tout début les réseaux sociaux et ensuite quand tu as eu ton audience cœur, tu as lâché ou comment ça s'est passé? En fait, oui, au départ, j'utilisais les techniques que tout le monde utilisait. Pendant des années, je publiais quelques vidéos, 2, 3 vidéos par-ci, par-là, sur une chaîne YouTube. Je sais pas, ça fait peut-être 3 ans que j'ai pas publié une vidéo, ou 5 ans plutôt, peut-être. Je sais pas. Les années, je compte pas trop. J'utilisais les réseaux sociaux. Au tout début, j'avais publié des articles invités. Je publiais juste sur Lifestylers tous les jours, je crois, au tout départ, il me semble. Ok. Et très vite, ça a été repris par quelques blogueurs à peu près influents de l'époque. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers. Tu vois, tu regardes sur Google Analytics, si tu as du monde qui arrive, c'était au tout début. Et c'est comme ça que voilà, les tout premiers sont arrivés. Après, voilà, il y a eu des périodes où j'ai fait de la pub aussi, mais très peu, globalement, sur toute l'histoire de ce que je fais depuis Lifestyle. Je l'ai monté en 2013, donc ça fait 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans déjà. Globalement, j'ai fait très peu de pub. Honnêtement, là, je ne branle plus rien en termes de travail sur l'audience.
Alors forcément, j'ai de moins en moins d'audience, vu que je fais aucun travail. Mais le cœur, il est toujours là. Et puis, je suis plus au taquet à vouloir faire du chiffre absolu, comme c'était le cas encore il y a quelques années. Quand tu as fait du marketing pour 3 projets, donc tu faisais tout le marketing à côté de ton propre truc, à côté d'un projet que tu as pour toi à côté d'accompagner en coaching l'équivalent en moyenne d'un client, enfin une séance de coaching par jour. Il y a un moment, ouais, depuis 2 ans, j'ai un peu ralenti. Et puis là, le plaisir revient, toi. Je pense que j'avais besoin d'un break tellement j'étais à fond. Mais ouais, pour l'audience, le plus gros levier de mon audience, c'est le bouche à oreille. Honnêtement, 2 choses, le bouche à oreille et le positionnement. Ok. Et finalement, quand tu réfléchis, c'est le graal absolu en marketing. Tu veux arriver au stade où finalement les gens viennent parce que dans ton domaine, on est obligé de parler de toi. Ou c'est difficile au moins de pas entendre ton nom et de dire ouais, faudrait que tu ailles jeter un œil quand même à ce que fait un tel, d'une part. Et où tu as suffisamment de clients satisfaits qui vont dire autour d'eux, bah voilà, peut-être que ça peut t'aider d'aller regarder le travail de Chris, de Meryl, de toi chez toi, de Greg. Et, alors, ça suffit pas pour lancer un projet. C'est dans un deuxième temps que ça vient, ça. Et, après, si le seul travail que je fais, c'est de répondre aux interviews de temps en temps, bah, comme là, quoi. Ok. Voir des gens qui te découvrent. Et j'aime beaucoup enfin, ça fait partie de mes formats préférés. Parce que si tu as réussi à me supporter pendant 1 heure, tu as des chances de supporter mes mails, toi. Et c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, moi je t'ai connu justement à travers le mail du Zimbabwe, parce que quand Meryl l'a lu, j'étais chez lui et je le voyais rigoler. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, putain, je suis en train de lire un mail d'un type en marketing trop fort et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, bah, je vais m'abonner pour voir le mail du lendemain, tu Ah vois, ouais, c'est quoi, comme ça. Ouais. vous m'avez vraiment Donc, découvert en même temps, quoi. ouais, Ah, ouais. je me Donc souviens plus de cette histoire. le Zimbabwe t'a ramené au moins deux fans. T'as bien fait de faire Ah, une passe là-bas. Trop bien. Euh, du coup, j'avais une autre question pour revenir à ce que tu disais. Là, comme tu as dit, au bout de 10 ans, pas que tu t'es lassé, mais ouais, tu commençais à saturer. Et c'est peut-être à ce moment-là que tu es passé aussi de copywriter à investisseur, parce que c'est aussi ta casquette la plus récente. Comment ça t'est venu l'idée de d'un seul coup parler de ce sujet? Et comment tu as fait pour te sentir légitime dans un nouveau domaine quand tu es considéré comme le roi du copywriting entre guillemets en France? Comment faire pour dire bah aujourd'hui, enfin demain, maintenant je vais être en mode investisseur et sérieux. honnêtement, je me suis pas posé la question de la légitimité. Beaucoup de gens se posent la question de la légitimité. Pour moi, la légitimité, tu l'acquiers quand tu commences à pratiquer, pratiquer, donc devenir compétent, et quand tu es pertinent dans ce que tu dis. En fait, tu vois, le meilleur moyen de casser le syndrome de l'imposteur qui a plein de gens, ou de se dire, ouais, est-ce que je vais être crédible voilà, parce que j'ai pas tant d'années d'expérience. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas d'autre manière. C'est la meilleure. Au début, tu partages ce que tu connais, mais tu vois que ça commence à aider des gens et qu'il y a des gens qui te remercient pour ça, bah, ça te donne confiance. Et puis, plus tu apprends, et encore plus si tu pratiques. Moi, le marketing, je l'ai appris dans des bouquins, certes, mais j'ai surtout appris à force d'en faire. Pour moi, pour mes clients, à réfléchir au truc comme pas possible, pour trouver des trucs même qui n'existaient pas, quoi. Sur certains aspects. Il y a plein de trucs, tu réinventes pas la roue. C'est juste que tu vas tellement l'étudier en profondeur que tu vas devenir meilleur dans la façon de le faire. Voilà, pour l'investissement, bon, bah, en fait, je trouve que un des meilleurs moyens de continuer à prendre plaisir à faire ce que tu fais, c'est de partager des choses qui t'intéressent en ce moment et qui te fascinent. Il y a forcément des moments, c'est humain, c'est normal, quand ça fait longtemps que tu parles d'un sujet, où tu as des périodes où tu es moins dedans. Et les périodes peuvent être plus ou moins longues. Des fois, c'est juste une semaine, ça va te faire chier d'écrire un truc sur le marketing, par exemple. Des fois, c'est plus. Et, euh, et moi, la finance, bah, je m'y suis intéressé. Bah, toi, quand tu commences à bien gagner ta vie, avoir du pognon, voilà, à faire fructifier, etc., bah, tu es obligé de t'y intéresser.
Et je pense que quand tu es entrepreneur, t'as pas le choix que de t'y intéresser, de toute manière. Surtout dans un monde où voilà, c'est vachement d'actu au moment, même si je la suis pas trop l'actu là-dessus, mais au moment où on se parle, où tu es à peu près persuadé que ça dépend quel âge t'as, mais ta retraite, Ça pue. voilà. Puis surtout quand tu es entrepreneur, tu dois te la créer toi-même, de toute façon. Donc pour moi, en fait, mais je me suis peut-être trompé là-dessus, mais pour moi, ça me paraissait évident que bah, tu vois, les gens qui s'intéressent à ce que je fais, ils veulent être libres, ils veulent être indépendants, ils veulent. Alors certains ont des objectifs ultra ambitieux en termes de combien gagner, d'autres ils veulent juste gagner leur vie correctement avec une vie qui doit à la cool, quoi, bosser quelques heures et puis profiter le reste du temps. Mais au bout du compte, t'as besoin d'un, voilà, t'as aussi besoin de préparer ton avenir. Et l'avantage quand tu commences à avoir une activité, bah, c'est que après ça dépend où t'es. Si t'es en France, tu te fais tellement imposer que c'est un peu plus dur, voilà, l'indépendance financière, c'est arrivé au stade où tu as suffisamment d'argent pour dire fuck off à tout ce qui te fait chier. Et ça veut dire aussi bah, pouvoir à un moment, si tu en as marre de bosser, bah, prendre ta retraite. Ça se prépare aussi. Bien évidemment, voilà, le plus gros levier, c'est ce que tu vas réussir à gagner avec ton activité. Si tu es bon en vente, en marketing, tu proposes des produits, des offres, voilà, qui aident vraiment les gens, bah, du blé, tu peux commencer à en faire vraiment beaucoup, quoi. Ne serait-ce que par rapport aux normes de gens qu'on connaît ou de salariés ou trucs comme ça. Mais il y a aussi cette partie où tu dois te préparer, quoi, pour la suite. Et ça passe par investir d'une manière ou d'une autre ta thune, quoi. Quel que soit le moyen, que ce soit, je sais pas, de l'immobilier, des cryptos, de la bourse, peu importe, quoi. Mais il y a une différence entre, en tant qu'entrepreneur, vouloir investir de son côté et en même temps documenter et proposer des formations sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui t'a Ouais, bien fait sûr. franchir le pas? Bah, la passion, l'intérêt. Vraiment t'intéresser sur le sujet, de le trouver fascinant, de passer des heures à bouffer du truc et à tomber dans le trou noir, exactement comme ça m'avait fait quand j'étais tombé dans le marketing au Hmm. départ, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. C'était un nouveau cycle finalement. Ouais, je pense. Enfin, moi, je sais pas pour les autres gens, hein, mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours été un excessif cyclique. Première fois que je me formalise comme ça. C'est un scoop pour vous, les gars. Je l'avais réservé Super, pour. ça fera le titre de la miniature, c'est parfait. Il est excessif cyclique. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, je vais être au taquet sur un truc, mais à un point où, voilà, c'est pas que je fais que ça, toi. Ça m'empêche pas de voir du monde, de voyager, je sais pas, mais je vais être à What Mill. Il y a eu un truc, après il y a eu la musique, après il y a eu le marketing, après, voilà, et même sur des phases plus courtes. Il y a une période où voilà, j'étais à fond dans les trucs de création de jardin. C'est ça qui m'a permis de monter un projet, voilà, qui est peut-être le projet le plus lucratif de tout ce que j'ai fait, hormis avec le marketing de mes clients. Ou même sur des périodes plus courtes, je vais m'intéresser à un sujet, mais je vais penser qu'à ça pendant un mois, 2 mois, 6 mois, et je vais être à fond, quoi. Et soit. Et faut toujours maîtriser quand tu réponds à une interview, tu vois que le gars, il a bien éteint son micro pour être dernier. Ça vient avec l'expérience, tu vois. Je sais plus ce que c'était la question, toi. C'est ta question, Mireille. Hein, c'était toi? Non, c'était toi qui parlais. Ah oui, euh, j'ai Attends, j'ai perdu le fil. attendez, on fait retour en arrière. J'ai perdu le fil. J'étais déjà sur. J'avais plein de questions en Ouais, C'est tête. toi qui disais. Meryl, il faisait son agenda. Bon, cet après-midi, la semaine prochaine, faut que je bosse sur ça. Ouais, il va falloir qu'on trouve Ah, d'autres invités parce On que va là. brancher Greg. De toute façon, il veut parler 5 minutes. J'ai le temps de faire. Non, non, même pas. Non, non, moi, je suis un spectateur ici, hein. Moi, j'écoute Greg religieusement. Je vois Bubble, je suis content. Tu vois, je me pose pas de questions, hein. Ouais, Non, bah, ta, donc, moi, ta pareil, question, mais Mireille, c'était. j'avoue que Ta j'ai question, bugué Mireille, en plein milieu. Mon cerveau a zappé. Et, tu sais, des fois, tu pars dans un truc, tu dévis. petite Et puis, tu digression, quoi. te rappelles plus Non, de la ta question. question, Meryl, c'était ouais, pourquoi, au lieu de t'être contenté d'investir, tu as choisi en plus Hmm. de vraiment en faire une formation documentée, etc. Ah ouais, ouais, parce que je trouvais ça fascinant, passionnant, et parce que je me dis que bah,
finalement, c'est les deux leviers pour les gens qui bossent sur le web et qui veulent devenir indépendants financièrement, quoi. L'indépendance financière, c'est voilà, avoir une activité qui te met bien. Et puis derrière, c'est travailler pour être indépendant financièrement pour le jour où tu veux plus travailler. Préparer ta retraite, tout connement. Donc pour moi, il n'y a rien de plus lié, quoi. Donc ça me paraissait faire extrêmement sens et d'être un... Voilà, après, le plus gros de ce que je partage et voilà, de ce qu'il y a dans mes formations, enfin, vous connaissez, hein, mais ça reste quand même le marketing. Parce que les gens voilà, sont plus là pour développer leur activité. Et puis, mais pour moi, c'est un beau bonus, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, il y a énormément de gens qui suivent donc, Financial Hypergrowth, qui est ma formation continue. Voilà, ils sont là pour le marketing, ils considèrent la partie finance en bonus, quoi. Et ça me va très bien. Le but, Pour, c'est de pour- t'aiguiller, voilà, tout ce que tu peux avoir, tout ce dont tu peux avoir besoin pour atteindre l'indépendance financière le plus vite possible. c'est Donc ça, le la partie. copywriting t'aide à engranger les euros et la finance à les conserver. Ouais, la destination reste la même en fait. Ouais, Euh, voilà. Tu veux plus jamais bosser. Au départ, tu veux bosser pour toi, tu veux bosser sur un truc qui te passionne. Euh, Tu veux plus t'emmerder avec un patron, des collègues, à taper les bouchons pour aller au boulot, ou j'en sais rien. Tu vas reprendre, tu vois, le contrôle sur ton temps, ta vie, ta façon de gérer le truc, pouvoir bosser d'où tu veux. Bon, après, je sais que dans mes clients, il y en a plein, ils sont plus en mode famille, donc ils sont plus posés, quoi. Mais mine de rien, voilà, ils gèrent leur journée, et puis du coup, ils ont plus de temps pour leur famille, ou leurs autres hobbies, quoi. Tout ça est lié pour moi. J'avais une question pour toi, Greg, en mode inconnu. C'est quoi la différence entre un bon copywriter et un mauvais copywriter? Alors, qu'est-ce que c'est en mode inconnu? Bah, tu sais, c'est les inconnus, tu vois, le sketch avec le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ah, il était Ouais. pas. Donc, En quelle mode les différence inconnus, entre... pardon. Un bon Pas copywriter en et mode un inconnu. mauvais copywriter. Alors là, ça, c'est typiquement la question. Alors, on va pas le faire, hein, je préviens. Vous allez refuser l'offre. On se donne rendez-vous à 10h07 tous les matins pendant un an. Tu me poses la même question, je crois que je vais jamais te donner deux fois la même réponse. C'est tellement vaste. Mais un truc qui me vient là, c'est quelqu'un qui est trop préoccupé par la technique copywriting plutôt que par la psychologie et le fond du truc. C'est-à-dire vraiment se mettre dans la tête de ton client cible, rejoindre la conversation qui se passe déjà dans sa tête d'une manière où tu vas vraiment l'accrocher et où tu vas lui montrer que le truc, il est... au moins, ce que tu écris, c'est clairement pour lui, susciter un niveau de curiosité tel qu'il va vouloir lire la suite, et où tu vas tranquillement le convaincre en fonction de quelle est l'offre, toi. Plutôt que d'être en mode, OK, un argumentaire de vente, ça passe par telle étape, puis telle étape, puis telle étape, puis telle étape, puis telle étape, qu'est-ce que je mets dans chaque case? Euh, Mais ouais, je pourrais te dire un mauvais copywriter, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre dans la tête de son client cible. Aussi simple que ça, quoi. Ou qui connaît pas son marché, qui connaît pas son client cible. Ça n'a rien à voir avec le copywriting en tant dans le sens où euh, ce qu'on entend par ce qu'est le copywriting. Mais pourtant, sans ça, rien n'est possible, quoi. Mhm. Si tu connais pas le client cible et l'offre que tu vends, en admettant que tu fasses le copywriting pour des autres, c'est impossible que tu fasses un bon truc. Même si tu es le meilleur copywriter du monde en termes techniques, tu vois. En termes de, voilà, que tu maîtrises le copywriting et tout, quoi. Et toi, réussir à capter la fréquence radio qu'ils ont dans leur tête, c'est grâce au coaching que tu es parvenu à ça ou comment toi tu réussis à te mettre dans la tête de ton client idéal? C'est dur à dire. Toi, moi, j'ai dû accompagner depuis. Alors, j'ai commencé le coaching avant même Lifestylers. Donc, mais si je prends juste en individuel, c'est-à-dire des gens que j'ai coachés en individuel sur la durée, depuis plus de 10 ans, il y en a eu, on ne doit pas être loin de 300 personnes. Il y en a que j'ai coaché 2, 3 ans, d'autres 2, 3 mois, mais tu vois. Donc, savoir, est-ce que ça me donne un avantage énorme sur quelles sont les problématiques, les questions, ce que les gens ont besoin de faire, sans même parler de faire le marketing pour d'autres clients ou de faire du copywriting à côté, toi.
mais juste l'aspect accompagnement coaching, forcément que ça me donne un énorme avantage par rapport à quelqu'un qui bosserait en mode juste, bah, je fais mon business dans mon coin, c'est-à-dire que je réfléchis à quelle formation vendre, je développe juste mon projet pour remplir ma mailing list, créer des nouvelles formations. Forcément que ça me donne un avantage énorme. Après, est-ce que c'est le seul truc? Non. Le plus gros, c'est de la réflexion. C'est de la réflexion sur la psychologie des gens, en fait, je pense. Vraiment se dire, OK, comment ils se comportent, à quoi ils pensent, qu'est-ce qui les frustre, qu'est-ce qu'ils essaient, comment, voilà, et boucher les trous comme ça et assembler les pièces du puzzle pour trouver les idées, quoi. C'est ce que j'appelle du psycho-marketing, c'est-à-dire tu pars, alors ça paraît être un méga terme, mais en fait c'est tout con. C'est tout simplement partir en mode, plutôt que de te baser sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font, enfin sur ce qu'ils vont bien te dire, tu réfléchis à comment ils fonctionnent. Déjà, comment on fonctionne en tant qu'humain tous. Et tu découvres qu'on a vachement de biais entre ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on a besoin, mais ce qu'on fait dans les faits, etc., etc. Les exemples, il y en a plein, toi. Tu sais que tu veux développer ton audience, mais pourtant, ça fait 2 ans que tu bosses, tu n'as toujours pas fait de pub ou la moindre action pour remplir ta mailing list, par exemple. Bah, il y a quand même Si tu prends pas ça en compte dans le comportement des gens et ce qui se passe dans leur tête, tu vas pas créer des offres aussi à la fois à même de les aider, mais aussi à même de beaucoup vendre, que si tu prends pas du tout ce genre de truc en compte. C'est ça que j'appelle du psychomarketing. Enfin, c'est rentrer dans leur tête au-delà de... Et souvent, c'est du bon sens, en fait. Parce qu'on est tous étudiants de la nature humaine depuis qu'on est gamin. La façon dont on se comporte par rapport à à tout plein de choses, bah voilà, on le voit tous les jours. C'est juste qu'il faut commencer à câbler son cerveau pour être plus attentif à ça. Et par rapport à ton client, c'est plus, je trouve. Je sais pas si c'est concret ce que je dis, mais voilà. Ouais, si, ça fait sens. Mm. Ben, en fait, j'essaye de faire beaucoup mon travail en fait à partir de ce qui fait sens. Ça, pour moi, c'est une bonne qualité de copywriter aussi. Mm. T'essayes de faire appel au bon sens des gens. Tu leur expliques un truc. Tiens, si au lieu de faire ça, qui marche pas, parce que ça, et tu leur expliques de façon à ce que ça fasse sens, à qu'ils se disent, ah oui, moi j'appelle ça prouver par l'évidence, ou faire appel à leur bon sens. Et tu leur expliques que bah, cette approche-là, une autre approche, ça serait de faire comme ça, comme ça, comme ça. Et tu leur expliques, là encore, de façon à ce que ça soit évident quand ils lisent le truc ou qu'ils écoutent le truc, tu le fais en podcast, en vidéo, en machin. Ils disent, ah oui, forcément, ça va mieux marcher si je fais ça. Si tu arrives à arriver à ce stade-là, tu as déjà fait la moitié de la vente. Tu les as convaincus sur l'idée. Tu as changé leur vision des choses par rapport à un sujet qui les intéresse ou qui est important pour eux pour le meilleur. À partir du moment où tu les as convaincus sur l'idée, que tu ancres une vision, tu as fait 50% du boulot de la vente. Après, les 50 autres pourcents, bah, voilà, c'est leur montrer que ce que tu vends, ton offre précise, bah, elle est vraiment pour eux, qu'elle va vraiment les aider, qu'elle est vraiment, voilà, qu'elle est vraiment, que vraiment leur donner envie, le prix, enfin tout ça, quoi. Ok, top. Greg, si je te dis storytelling, est-ce que Mhm. c'est sous-coté ou sur-coté? Euh, moi, je suis tellement en dehors de ce qui se passe en ce moment dans le monde du marketing, dans le sens où je regarde plus du tout ce qui se fait. Quasiment plus. Sans parler de ce qui se fait, est-ce que tu as un avis sur l'art de raconter des histoires lorsqu'on fait du copywriting ou de la création de contenu? Ah bah c'est une super compétence. Ça veut pas dire tu vas forcément vouloir l'utiliser à chaque fois. Mais quand ça fait sens de prendre un exemple où tu vas raconter une histoire de comment tu as découvert un truc qui a tout changé pour toi, ou de l'exemple de quelqu'un dans lequel ton client idéal va pouvoir se reconnaître, ou peu importe, ou un storytelling qui va te permettre de prouver ou de démontrer quelque chose.
Ouais, c'est une des armes du copywriting, ouais. Et de la vente, au sens large même. Ouais, carrément. Après, voilà, est-ce que le storytelling, voilà, il y a une vague sur le storytelling en ce moment ou pas? Moi, je suis tellement devenu un extrémiste, ça aussi tu pourras le mettre dans ta miniature, sur tout ce qui est fondamentaux du marketing, que je passe beaucoup plus de temps à poncer des trucs que j'ai déjà poncé 10 fois, mais que j'ai isolés comme étant des ressources marketing qui me permettent à chaque fois de penser à des trucs et de creuser encore plus. En fait, j'aurais pu que les 5 meilleurs produits que j'ai jamais consultés sur le marketing, sur mon ordi ou sur mon bureau, enfin, la gueule du bureau, mais enfin bref, ou dans mon sac à dos quand je suis au voyage, ça me suffirait, quoi. Le reste, après, c'est de la réflexion et puis surtout de l'expérience à force de bosser, quoi. Tester tout plein de trucs et puis de voir ce qui fonctionne pas, devenir meilleur, plus pertinent à force que tu maîtrises de mieux en mieux le truc, quoi. C'est le bon moment pour incruster la citation de Bruce Lee. Je crains davantage l'homme qui a fait 10 000 fois le même coup de pied plutôt que celui qui a fait une fois 10 000 coups de pied. Donc, Greg, il martèle sur les fondamentaux. T'as pas, ouais, enfin, c'est Bruce Lee. Je savais pas qu'il était de Bruce Lee, mais ouais, en même temps, les coups de pied, ça allait pas être Jean-Claude Van Damme, même si il est connu pour des citations, mais en termes de dev perso, il a pas eu le côté catchy de Bruce Lee, je trouve. Personnellement, j'adore l'eau. Mais, euh, mais ouais, mais c'est pareil pour tout. Imagine, tu te mets au tennis. Comment tu vas devenir bon? Imagine. Imagine. Et ça a commencé le Truc tennis il y a improbable, 6 mois, il est tout oui là. truc improbable, personne n'a jamais fait. Mais imagine, tu te mets au tennis. Et qui est juste du ping-pong où les gens se mettent debout sur la table, comme disait Coluche. Mais je l'aimais bien, ça. J'ai trouvé énorme. Ça. Euh, comment tu deviens bon? Bah, c'est à force de répéter tellement les gestes, les points, les coups, les machins, que, bah voilà, que tu t'entraînes tes muscles, t'entraînes ton cerveau, t'entraînes. Bah voilà, tu maîtrises, quoi. Tu maîtrises, tu maîtrises. T'as pas un bon coup droit. Savoir qu'il faut travailler ton coup droit, voilà, tu peux l'apprendre en 2 minutes. Savoir les bases d'un coup droit, tu peux l'apprendre en 2 mois. Avoir le coup droit de Federer ou sans aller jusqu'à Federer, mais d'un mec qui est bon au tennis, voilà, il se passe un peu plus de temps, quoi. C'est pareil pour n'importe quelle compétence finalement. Ouais, c'est pas dur. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais entre l'avoir dans la tête et le maîtriser parfaitement, il y a un monde, quoi. Ouais, puis ça rejoint ce qu'on disait juste avant sur le psychomarketing, toi. Tout le monde sait ce qu'il faut faire globalement pour résoudre la plupart de ses problèmes ou obtenir la plupart des choses qu'il désire. Le truc, c'est qu'ils sont pas prêts à le faire. Ou partiellement, ou sous certaines conditions, ou machin. Il y a toujours la nature humaine, la psychologie qui va se foutre au milieu. Tu veux perdre du poids, tout le monde, c'est l'exemple que je prends tout le temps, mais qui explique super bien le truc. Tu veux perdre du poids, tout le monde sait comment perdre du poids. Qui est vraiment. Alors, tu peux souffrir du fait d'être en surpoids ou machin, psychologiquement, ou pas te sentir super bien pendant des années, mais au bout du compte, est-ce que tu es prêt à faire un peu d'activité physique et à bouffer un peu plus de salade? Donc, qu'est-ce que les gens veulent? Le résultat, mais sur les trucs chiants. C'est la formule magique de ce qui se vend le mieux sur tout ce qui est formation, accompagnement, machin comme ça, quoi. Hmm. Tu leur vends le super exercice pour faire des abdos et avoir des abdos en béton. Et derrière, tu leur donnes des brocolis. Classique. J'ai pas Si, compris. tu sais, c'est l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids ou avoir des abdos en béton. Tu lui Oh. proposes, tu lui vends qu'il va avoir un programme, un exercice secret pour avoir des abdos de ouf. Et sur tout le reste du programme, tu lui dis mange des brocolis, mange des brocolis, mange des brocolis. Ah, Tu lui donnes ce qu'il veut, tu vois. Et tu lui donnes ouais, ensuite ce moi dont il a j'appelle ça la besoin. technique du sandwich. Alors, qui est Ah, pas génial pour perdre du poids, mais par contre en marketing, c'est un killer. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, voilà, tout part de ce que les gens veulent. En tant que marketeur, et là je parle même pas de copywriter, ce qui vient avant, c'est de réfléchir à ce que les gens veulent. Ce dont ils ont besoin, les problèmes qu'ils veulent résoudre, ce qu'ils désirent. Donc en gros, c'est ce qui est sexy.
C'est ça qui va les attirer. Ils veulent le truc. Ou ils veulent résoudre le problème. Mais le problème, c'est qu'ils vont pas être prêts à faire les évidences et les trucs classiques qui marchent pour obtenir le résultat ou résoudre le problème. Donc en gros, tu les attires par ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils sont dans le truc, tu vas leur donner ce dont ils ont besoin pour obtenir ce qu'ils veulent. Et la dernière tranche du sandwich, ça va être de faire le lien et vraiment qu'ils comprennent que c'est en faisant ça qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent le plus facilement. Après, si tu veux rendre l'offre irrésistible, tu vas ajouter des ingrédients comme comment perdre du poids sans avoir à faire de sport, ni bouffer de salade à longueur de temps, parce que c'est ça que les gens veulent. Mais ça va pas t'empêcher que pour que ta méthode les aide à perdre du poids, il va quand même falloir qu'ils fassent quelque chose. Mm. Donc c'est à toi de réfléchir à un mécanisme, à une méthode qui est vraiment efficace, qui implique, par exemple, c'est juste un exemple, hein, mais de ne pas faire certaines des choses qu'ils veulent pas faire, mais quand même leur donner des résultats. Mais c'est sûr que toi, si je te vends une formation sur comment remplir ta mailing list sans avoir à contacter qui que ce soit, faire de publicité, ni faire je sais pas quoi que tu veux pas faire, ça peut te paraître sexy. Parce que tu sais que tu as besoin de remplir ta mailing list en tant qu'entrepreneur. Si tu veux vendre plus de tes trucs, tu as probablement une mailing list qui n'est pas assez importante par rapport à ce que tu aimerais qu'elle soit aujourd'hui. Il y a ces choses que tu n'es pas prêt à faire. Donc, je vais te créer une méthode qui va te donner des résultats, mais qui ne te demande pas tous ces trucs chiants, contraignants, que tu n'as pas envie de faire. Tu peux pas faire, genre, un entrepreneur qui se lance et qui n'a pas encore de budget pour faire de la pub, par exemple. Mais ça n'empêche pas forcément, il va y a quand même y avoir des choses qu'ils vont devoir faire. Donc, l'idée, c'est de trouver un truc qui va être sexy pour eux, qui va apparaître être, irrésistible quand tu vas présenter le marketing, parce qu'ils n'auront pas à faire tous ces trucs-là chiants. Et puis faire le lien derrière quoi, sur comment ça va leur donner ce qu'ils veulent, quoi. Ces 2 dernières années, Greg, t'es passé au format. Alors, t'es déjà passé au format abonnement il y a plus de 7 ans avec ta MMS, donc ta formation sous format papier. Mm. Là, tu 14. es encore en format abonnement sous forme digitale. Pourquoi avoir choisi ce format abonnement? Au départ, Ouais. euh, bonne question. Enfin, c'est génial d'avoir à convaincre qu'une seule fois, déjà. En gros, pas exactement qu'une seule fois. Quand tu lances un abonnement, tu convaincs 2 fois. La première fois, c'est la personne de s'abonner. Et la deuxième fois, c'est un processus continu de rester abonné. Et ça, c'est par la qualité de ce que tu vas leur donner chaque mois, si c'est un abonnement mensuel comme moi. Voilà, tant que ça les aide, tant qu'ils aiment, etc., bah, ils vont vouloir rester abonnés. Ce qui est différent, et puis ça te lisse tes revenus, quoi. Ça te permet aussi d'avoir des revenus le mois pour quelqu'un qui est formateur, par exemple. Ça y est, dès qu'on parle de gagner des thunes sans rien branler, toi, putain de rentier. Dès qu'il y a des croquettes gratuites, on est là, hein. Le chief Il est officer, rentier. il se ramène. Lui, c'est mon idole dans la vie. Il branle rien, il a une vie de rêve. Il est pire que moi. C'est mon Tout idole. plaqué pour devenir un C'est la Un golden. seule, golden retriever. c'est la seule personne que j'idolâtre dans la vie, c'est Bubble. Euh, ouais, je sais pas, le mois où, je sais pas, t'as pas d'idée de nouvelle formation, ou t'es au taquet, ou je sais pas, il t'arrive un truc, tu peux pas bosser, ou pas autant, voilà, c'est quand même cool d'avoir une base de revenus récurrents, quoi. C'est, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est beaucoup plus difficile, admettons, de vendre un produit 500 euros à une personne que de vendre 5 abonnements à 100 euros, tu vois. Est-ce que tu es euh, d'accord avec ça ou pas? C'est l'inverse. Attends, tu veux reformuler, Chris? Je suis pas sûr ouais, que je ouais, comprends. ouais, il y a une couille dans la question, là. Euh, Il y a des gens qui pensent en gros que c'est plus dur de vendre en abonnement et donc c'est plus facile de vendre en one shot un gros produit que vendre un petit produit sous format d'abonnement. C'est vrai, c'est vrai.
Moi, je l'ai constaté plein de fois aussi. Beaucoup de gens ont une résistance à s'abonner. Il y a tous les paiements automatiques et machin. Donc, ils vont réfléchir beaucoup plus. Donc, ça t'oblige à être vraiment bon dans la vente de ton truc et avoir une offre qui donne vraiment envie pour que les gens s'abonnent. Ouais. Après, ça dépend des niveaux de pricing aussi. Toi, un abonnement à 9 balles par mois, bon, les gens, toi, et ça ne se vend pas pareil qu'un abonnement à 100 balles, 200 balles ou plus, quoi. Moi, enfin, j'ai jamais conseillé l'abonnement en tout premier lieu quand on a encore une petite audience. Mais c'est même pas une question de taille d'audience. Bien sûr, le premier truc que tu te dis, c'est, je sais pas, j'ai une base de 30 personnes qui achètent mes trucs. Est-ce que je vais me faire chier à créer un abonnement pour 30 personnes? Est-ce que ça vaut le temps que je vais y passer par rapport à ce que ça va me rapporter? Mais c'est même pas une question de ça. En fait, la vraie raison pourquoi je le déconseille au départ, c'est que tu veux être arrivé au stade où tu as lancé suffisamment de trucs en one shot, c'est-à-dire toi, une offre que tu vends seul, toi, ils payent, que ce soit une formation, un accompagnement, un événement, enfin, j'en sais rien, hein, en fonction de toi, ça peut être n'importe quoi, hein, selon la thématique dans laquelle on est. Parce que tout ça, en fait, ça te permet de t'entraîner énormément sur la vente et aussi de devenir vraiment bon sur ce qui est hyper important, c'est la connaissance de ton audience, avec des chiffres, toi. Qu'est-ce qui vend bien sur mon audience et sur les gens que je cible en fonction de ce que je fais de spécifique, moi, avec mon projet. Mon positionnement, mon expérience, voilà. Et une fois que tu commences à arriver à un niveau de vente suffisant à chaque fois que tu lances une nouvelle offre, là, c'est intéressant de faire rentrer un abonnement si tu veux des revenus récurrents. Et tu peux faire les deux, hein, vendre des formations en one shot ou accompagnement ou prestation de services en one shot ou quoi que ce soit, et puis à côté un abonnement aussi. Ok, merci pour ta réponse. Est-ce que tu avais une autre question, Chris, avant qu'on entame le sprint final? Alors, j'avais une question, pareil, un peu dans l'ordre du fantasme. Il n'y a peut-être pas de réponse, mais j'ose quand même la poser. Admettons qu'on ait dans notre audience des gens qui veulent devenir copywriter professionnel, qui aient l'ambition de générer, on va dire, 3 000 € par mois. Alors, ça peut être sur 90 jours ou j'en sais rien, peut-être pas mettre de timing, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut devenir copywriter? Par quoi il devrait commencer pour atteindre cette barre des 3 000 € par mois et vivre exclusivement de ça? À la base, ça va être de bouffer du copywriting voilà. Si tu veux gagner ta vie vite, va falloir devenir bon vite. Et vu que c'est un domaine qui a un trou noir, ça veut pas dire que tu peux pas gagner ta vie rapidement. Mais tu vas pas créer une bonne page de vente en 2-2, quoi. Il va falloir en lire beaucoup, en disséquer beaucoup, suivre pas mal de formations sur le sujet pour devenir bon en copywriting et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Après, 3 000 € par mois en tant que copywriter, c'est une page de vente dans le mois que tu vends 3 000 euros. Ou, je sais pas, moi, 5 séries de mails que tu vends à 500 balles chaque, quoi. Bon, du coup, ça fait 2005. Enfin, tu refais le calcul pour que ça arrive à 3 000. Je pense que tu peux y arriver. Après, les tarifs, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Le problème de beaucoup de copywriters, c'est qu'ils se bradent complètement, même quand ils débutent, toi. Vu le taf que ça demande, tu Ils vas pas n'osent pas vendre une... pricer assez cher quand ils Ouais, débutent. voilà. Ouais. Bah, tu vas pas vendre une série de 50 mails à 500 balles, quoi. Autant bosser à l'usine, quoi. Même à l'ère de ChatGPT. Même à l'ère de chat GPT. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une menace Oh ou un putain, j'étais futur sûr que ami? ça arrivait, ça allait Ben oui, arriver un attends, jour. on est obligé de surfer là-dessus. Tu J'en rigoles. ai marre de ce... En fait, j'ai toujours pas parlé de l'intelligence. Je parle énormément d'intelligence artificielle dans Financial Hypergrowth, donc dans la partie investissement, finance, parce que forcément, c'est une des grosses idées de la décennie. C'est évident, quoi. Après, il faut savoir dans quoi investir, quoi. Et puis, faut pas que le machin soit tellement hypé que le truc soit 3 fois trop cher aujourd'hui.
Là, comme c'est le cas, par exemple, je sais pas, un truc évident dans lequel investir sur l'intelligence artificielle, ça va être Nvidia, par exemple. Et Nvidia, le prix est tellement monté de l'action, là, en ce moment, au moment où on se parle, à cause de la hype sur l'intelligence artificielle, que voilà, bah, peut-être attendre un peu que ça redescende. Acheter un truc au plus haut de la hype, c'est pas bon non plus, quoi. Tu surpayes. Ouais. Même si le machin a un potentiel énorme pour les 10 prochaines années, mais si tu le payes déjà 5 fois trop cher, si le machin a un potentiel d'avoir fait x10, bah voilà, après c'est plus que du x2, quoi. Je fais Ouais. schématique, mais. Est-ce que la question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est une menace? C'est ça. Pour le Pour le copywriting copywriting. ou ouais, pour le copywriting. Sans même parler de copywriting, l'intelligence artificielle est une menace quand c'est une commodité. Bon, je m'explique. C'est-à-dire que n'importe quel truc sur lequel tu es remplaçable, ouais, là, c'est une menace. Si ton job, c'est de faire des articles SEO, comme c'était beaucoup le cas à une époque, où l'article il est pourri, mais il sert juste à permettre de mieux faire ranker un machin sur Google ou sur YouTube ou ton site ou ton. Voilà. Là, effectivement, le machin, le chat GPT ou je sais pas quelle version qu'il peut y avoir et qu'il y aura qui sera mieux dans 2 mois ou dans 6 mois, va faire ça aussi bien que toi. Donc, ouais, tu es complètement disrupté par la technologie, là. Comme quand tu y réfléchis, tu as beaucoup d'emplois qui sont disruptés par les innovations technologiques au fur et à mesure des décennies, quoi. Il y a des métiers qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'il y a des machines à la place, quoi. Bah là, c'est pareil. Mais si tu es sur un domaine où tu as une vraie compétence basée sur des émotions, notamment, jamais un robot pourra, peut-être dans. Je pense qu'on aura niqué la planète, il n'y aura plus d'humains avant que ça arrive. À voir. Lancez votre pièce, faites vos jeux, messieurs, dames. Mais jamais, par exemple, une intelligence artificielle va pouvoir analyser en fonction de ton prospect cible exactement quoi vendre, sur quel levier émotionnel jouer, comment penser ton offre, comment réfléchir aux arguments, etc. Et tout mettre. C'est impossible. Et puis même si c'était faisable, tu aurais zéro émotion. Qu'est-ce qui fait qu'on suit des gens, que ce soit pour se former, pour s'inspirer, pour apprendre sur un domaine, pour se divertir? Imagine, t'enlèves le facteur humain là-dedans, l'humanité du truc. La personne qui est pas parfaite, je sais pas, la vanne qu'on va se sortir au milieu de l'interview et qui fait que bah, finalement l'interview elle est agréable à regarder. T'as plus d'intérêt. T'as plus d'intérêt. Je sais pas, imagine je sais pas, un match de foot où c'est 11 robots qui jouent contre 11 robots et ils savent tous faire le geste parfait. Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant? C'est le côté imprévu, c'est le côté des gens qui se craquent, des gens qui arrivent à faire des exploits, l'émotion quand il y a un but ou machin. Enfin, je sais pas, enfin, je dis le foot, ça peut être n'importe quel sport ou n'importe quel spectacle, quoi. L'émotion quand il rate la Coupe du Monde à ça. Bah oui. Eh oui. Voilà. Mbappé, Génial. Si tu... Mbappé qui est triste, Macron qui vient sur le terrain pour essayer de le Et qui tape dans consoler, le dos. Mbappé qui le snob totalement. Ça, voilà. Ça a de la valeur. Ça, l'IA ne pourra pas nous le donner. Voilà, je vais trouver ça. D'ailleurs, on embrasse Macron et Mbappé qui, j'en suis certain, regarderont cet épisode. Ils sont Ouais, déjà N'hésitez pas à ouais. mettre un avis dans les commentaires. Ouais, Mbappé, je sais pas si je vais pouvoir trop l'aider. Macron, il aurait peut-être 2, 3 trucs à apprendre. Ouais. Mais il n'est pas Le mauvais en message est lancé. copywriting, ceci dit. Comment? Il n'a pas l'air mauvais en copywriting, ceci dit, Macron. Ah Il sait faire bah, passer ses idées. bref. Sur ces bonnes paroles, je te propose le sprint final habituel de nos interviews. Ça Faut que je me s'appelle le mette dans les portrait starting chinois. blocks et tout, là. Ouais, il faut que tu sois chaud. Le portrait chinois, c'est un concept très simple. On a une petite dizaine de questions. Tu réponds en Spitfire, donc instantanément. Et, euh, et soit tu prends le temps de développer ta réponse, soit tu nous laisses juste ta réponse comme ça. Ah ouais, donc c'est soit du Spitfire, soit je fais ce Alors, que je. non, en fait, tu réponds le plus naturellement possible. Et après, soit tu développes ta réponse si tu as envie de groover dessus, soit tu la laisses telle quelle et on s'en va. Groover C'est des dessus, j'aime questions bien. très simples.
du style. Envie de groover dessus, j'aime bien cette expression, quoi. Mais oui, je sais pas d'où je la sors, hein, celle-ci. Ouais. On s'adapte aux personnes qu'on a en face, c'est les bases du copywriting. Je ne vais rien t'apprendre. Greg, première question. Greg, si tu étais un animal. Bubble, mon idole. Réponse facile. Ok. Ah bah, Spitfire. Alors, si tu veux la réponse développée, tu rembobines de il y a 12 minutes 27 Et ouais. et tu l'as. Si tu étais un livre, Greg, Je te dirais The Subtle Art of Not Giving a Fuck parce que je trouve que Ouais, ça. c'est un titre, j'aurais dû. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une interview, je sais plus à qui. Euh, j'aurais dû arriver avec ce titre-là. Tellement c'est un leitmotiv, mais en même temps, je l'ai pas lu parce que genre de bouquin, en fait, quand tu as lu le titre, si c'est un sujet que tu maîtrises ou qui te parle déjà, tu te dis pourquoi le lire, en fait. Euh, Après, pour être plus, euh, comment dire, formateur en marketing et en psychomarketing, Start with No de Jim Camp. Renverser complètement le jeu de la vente. Hmm, intéressant. Chercher, tout faire pour que les gens te disent non est le meilleur moyen d'obtenir un oui. Pour en mode résumer, polarisation. Hmm, entre autres. intéressant. Greg, si tu étais une série ou un film, à part Breaking Bad. Par Prison Break, il a dit. Ouais, ouais, j'ai À part pensé à Breaking quelque... Bad. À part Breaking Bad. Pourquoi à part? Parce que je sais pas, je sentais que tu allais répondre Breaking Bad. Ah non, non. Ok. Série ou un film? Alors, série, je suis pas, vraiment pas expert en série, honnêtement. Même un Peut-être un film. film, du coup. Euh, Il n'y a rien qui me vient comme ça, honnêtement. Bon, bah, t'as le droit à Breaking Bad, hein, qu'est-ce que je te dise. Non, 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 mais ouais, je sais pas. Trouver ouais, je vais dire Into the Wild parce que c'est le premier qui me vient, qui va avoir un léger rapport, quoi. Mais voilà, par défaut. Pas un grand consommateur de films et de séries, donc. De moins en moins. Bah, les films, en fait, chaque fois que j'en cherche un bon, je trouve jamais, quoi. Bon, après, je suis pas l'actu, les machins, quoi, mais j'adore tomber sur un bon film. Mais je trouve que c'est devenu tellement compliqué. Bon, après, il faudrait que je cherche mieux, toi. Mais je trouve que c'est devenu tellement compliqué de tomber sur un bon film que ça m'arrive de temps en temps d'en mettre un, et puis au bout de 20 minutes, ça me saoule. Ouais, je regarde beaucoup plus de docs, surtout de vidéos sur YouTube sur des sujets qui m'intéressent, où je vais pouvoir m'en foutre 12 à la suite, et puis finir par m'endormir entre la huitième et la 12e. Et c'est là que la vraie question, c'est comment tu mets la 12e vidéo quand tu t'es déjà endormi à la huitième? L'intelligence artificielle, messieurs, dames. Ah ouais, Bizarre. c'est pratique. Ouais. Euh, Greg, si ce soir tu pouvais dîner avec n'importe quelle personne sur Terre qui pouvait t'aider, Scarlett soit. Johansson d'il y a 20 ans. J'ai même pas fini la question. Scarlett Johansson il y a 20 ans. Est-ce que l'IA peut nous faire revenir dans le passé? Oui! Mais parce que je pense qu'à l'époque, elle avait des choses à dire. Vraiment, avec toi, elle a moins maintenant. Ok. Et plus Non, vas-y, d'arguments à pose ta l'époque. question. Pose ta question. Non, mais en gros, ma question, ouais, c'est si ce soir tu pouvais dîner avec quelqu'un, alors ça peut être vivant ou mort, mais j'avais jamais pensé à. Ou d'il y a 20 ans. Euh, pour t'avancer soit dans ton business ou soit dans ta vie en général, avec qui choisirais-tu de dîner? Donc ça peut être cette réponse-là. Ouais, il y a plein de réponses qui pourraient être intéressantes. Je pense que j'irais sur Warren Buffett quand même. Tant qu'il est encore vivant, il doit être à plus de 90 Ouais. km, 90 000 km, bientôt 100 000 km. Euh, Meilleur investisseur de tous les temps. La sagesse du mec. Même si je discutais pas investissement avec lui, toi. La sagesse du gars, je pense. Je pense que je partirais sur lui. Ouais.
Si je dis pas de bêtises, Warren Buffett avait fait quelque chose comme ça où il avait fait des enchères pour pouvoir dîner avec lui. Et je crois que c'est monté à 9 millions de dollars, celui qui a remporté l'enchère. Il y a des Ouais. rumeurs qui disent que Warren Buffett aurait lui-même fait l'enchère pour pouvoir bouffer seul et tranquille. Ça m'étonnerait pas du loustic, quoi. C'était pas moi. Moi, à 8 millions, j'ai lâché. À 8 millions, j'ai dit stop. En Ouais, parlant de manger, Greg, si tu étais un plat. si j'étais un plat, c'est quoi vos questions à la con, les gars? Sérieusement. Tu peux pas poser une question sur le marketing ou machin. Si j'étais un... Je me rends pas compte de ce Euh, que ça veut dire. alors, je vais pas choisir bœuf légumes à bubble parce que j'ai une espérance de vie d'à peu près 27 secondes. Qu'est-ce qu'est le plus... Un plat d'artichaut. Tu vois, là, je dure plus longtemps. Non, ça, j'aime pas ça en plus. Non, bah ouais, je sais pas. Il faut dire ce qui est bon, quoi. Quel est le pays qui a le meilleur marketing selon toi? Comment? Quel est le pays qui a le meilleur marketing selon toi? Le pays. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est la façon dont le pays fait son marketing ou le pays? Bah, de comment je sais pas, on a l'image d'eux. Alors là, Ou version plus simple, quel est parmi tous les pays que tu as visités le pays que tu as le plus apprécié? ah oui, c'est encore complètement autre chose. Pour moi, les pays entre l'image qu'ont les pays et ce que donnent les pays au bout du compte, c'est presque tout l'inverse. Enfin, de mon point de vue à moi. Si tu fais comment dire, un sondage mondial, la plus belle ville du monde, qu'est-ce qui va Paris. sortir en number Paris. one? C'est Paris. Qu'est-ce que je mettrais si tu me demandes quelle est la ville la plus horrible au monde, la ville où je voudrais surtout pas vivre au monde, laquelle je mets en premier sans même hésiter un quart de seconde, c'est Paris. Désolé les Parisiens. Je dis toujours plutôt me tirer une balle que de vivre à Paris, quoi. Euh, sans même devoir, quoi, sans même penser à comment ça évolue ces temps-ci, quoi. Enfin, depuis des années. Euh, les pays que j'ai le plus kiffé en termes de voyage, mon top 3 ce serait l'Islande en délire pays froid. Pour la variété des paysages, le fait d'être le plus près de comment était la Terre plus jeune. C'est incroyable l'activité naturelle là-bas. La même chose en mode pays chaud, variété des paysages, c'est-à-dire tu vas te faire ton road trip, tous les 5 kilomètres, tu vas voir un truc complètement différent de ouf. Mais à côté de ça, bah, tu as les safaris, on en parlait, c'est la Namibie. Après, ambiance plage, ce que j'ai préféré, alors c'est une zone, c'est les îles du Pacifique Sud, Turi. Après, est-ce que je vivrais dans un des trois? Non. Parce que je pense que tes plages paradisiaques, au bout d'un moment, tu t'en lasses. Hmm. L'Islande, je trouve ça superbe. J'y passerai tous mes étés sans problème, mais qu'il fasse nuit du 24 novembre au 12 février, au bout d'un moment, tu commences à avoir un peu de mal. Et la Namibie, ouais, bon, de là, ils vivent, ouais, peut-être pas quand même. Où est-ce que je vivrais? Mais j'ai vécu à plein d'endroits différents. Au bout du compte, t'as jamais, je trouve que t'as jamais un truc qui te donne tout. Selon ce que tu cherches dans une période, tu vas trouver facilement. Mais la synthèse globale, je l'ai toujours pas trouvée et je pense que je la trouverai jamais. Mais c'est pas grave. C'est bien aussi de bouger. Ouais. Moi, un concept que je trouve vraiment important, par contre, et intéressant, tu vois, ces concepts-là, un peu game changer dans une vie, c'est d'aller là où tu es le mieux traité selon ce qui est important pour toi. Et ça va être voilà. Ça peut être à court terme, tu vois, qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce que tu veux sur quelques semaines, quelques mois ou à plus long terme. Ça va te donner une partie de tes réponses, quoi. Plutôt que d'essayer de changer le monde autour de toi, bon courage. Et puis, c'est un truc à devenir fou, toi. Tous les gens qui partent dans des délires, toi, puis en pouvoir, je sais pas, de la politique ou de la société, je sais pas, en France ou ailleurs, hein, peu importe.
et qui partent dans des combats ou des machins comme ça, alors qui peuvent être nobles, hein, je dis pas. Mais il y en a à qui ça monte aux cheveux et j'ai l'impression que c'est te condamner à être malheureux en fait. C'est Moi, je sais que, exactement comme un copywriter qui voudrait convaincre la France entière avec un message unique, quoi. C'est ouais, forcément, ouais. ça peut pas aller. Ou quelqu'un qui ferait de la musique et qui voudrait que tout le monde aime sa musique. Alors que tu sais que de base, les trucs qui sont aimés par un maximum de monde, c'est toujours de la merde en fait, par définition. On embrasse Jules. C'est justement l'objet de la question On, suivante. on fera un petit dîner avec Warren Buffett, lui, Macron et Mbappé. Si tu étais un morceau de musique, Bon, ça sera forcément du Radiohead, mais alors lequel? Euh... ouais, mettre Paranoid Android. de Radiohead donc. Mm. Si tu étais un gros mot, Greg, J'en dis jamais, putain, donc je sais pas. Aucune idée. Un gros mot. Putain, cette interview, les gars. Attendez à mieux de votre part, franchement. Oui, tiens, de bons loustiques. Ouais, je sais pas, next, on s'en fout. Pour on terminer, restera sur plus tard. si tu étais un super pouvoir, Hmm. Ouais, il y en a plein qui devraient être cool, hein, mais revenir dans le temps en sachant ce que tu sais aujourd'hui. Et Au pouvoir le moins dire une à partie, Scarlett Johansson. entre autres. Pas rater les opportunités quand elles se présentent. génial. C'était une super manière de conclure ce portrait chinois. Oui, les questions sont saugrenues, mais je crois que ce sont celles que l'audience préfère. Je le crains. Ça permet aussi de voir un petit peu les personnes qui sont derrière celles qu'on interview, avec des petites questions un peu comme ça. Et puis des fois, on a des parenthèses absolument incroyables et on est reparti pour pas mal de contenu en partant de bêtes questions comme ça. Ouais, Pour mais terminer, là, j'ai refusé de jouer sur les, sur les... J'ai fait en mode speed. t'inquiète pas, tu nous as régalé. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils ont envie d'en savoir plus sur toi et sur ce que tu proposes? Alors, soit ils trouvent où je suis au moment où je le suis, mais alors là, c'est chaud. Soit sinon, ils vont sur Lifestylers. Donc, ils s'inscrivent à ma mailing list et ils commencent à recevoir un mes mailing quotidien où on parle de tous ces sujets-là dont on a parlé là. Alors, pas toujours de Scarlett Johansson, même si ça peut arriver, ou du Zimbabwe, même si ça peut arriver. Et puis bah, s'ils tiennent la semaine, peut-être qu'ils vont apprendre des trucs sympas. Génial. Et Merci encore d'avoir accepté l'invitation, Greg. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. ben, merci à vous deux. Tous les liens sont en description. Merci d'avoir été présent. Puis on se donne rendez-vous jeudi prochain avec un nouvel invité. Ciao, ciao tout le monde! Il bouge pas des masses ton bubble sur ton fond Ah vert. non, il est sage, hein.